Viva sur scène, c'est la nouvelle rubrique que Viva Culture vous propose pour cette saison. Il s'agit d'entretiens après un spectacle avec un artiste, un metteur en scène ou un comédien. Jean-Yves Ruff, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au Théâtre des Bains-Douches parce qu'hier soir, vous avez présenté votre pièce Les Vêpres de la Vierge Bienheureuse de Tarantino avec un seul acteur en scène. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus et sur vous et sur la pièce. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Vous êtes comédien, metteur en scène et enseignant. Voilà. Oui. Voilà. Je tricote avec ces trois activités Mhm. qui se nourrissent les unes les autres, Mhm. bien sûr. Mhm. Alors vous êtes enseignant à quel endroit? Principalement dans des écoles supérieures, donc à Paris, à Strasbourg de temps en temps, à Bordeaux, à la Manufacture de Lausanne, de temps en temps à l'étranger, à Oslo. Et puis je m'occupe pas mal aussi des Chantiers Nomades, qui est une structure de formation continue, donc pour les acteurs professionnels. Oui. Voilà. Mhm. Mhm. Moi je suis assez investi dans la transmission. Ah, c'est ça. Ouais. Oui. Parce que j'ai vu aussi qu'en tant que metteur en scène, vous avez quand même un beau, comment on dit, un beau catalogue, une belle production. Oui, c'est l'activité que j'ai fait en sortant de l'école. Pas de mise en scène, ça n'existait pas. J'ai fait l'école du TNS en jeu. Et puis on a fait un premier spectacle avec 3 camarades et on n'avait pas de metteur en scène. Et au bout d'un moment, on était perdus. Et ils m'ont dit, parce que j'étais le plus âgé, celui qui faisait de temps en temps on appelle l'œil extérieur, celui qui essaye quand même de dire où ça va. J'aurais dit, non, mais moi, j'ai envie de jouer, alors je veux bien un peu regarder, mais après je me remets parmi vous. C'était un peu naïf parce que faire les deux c'est compliqué, surtout avec les projets qu'on avait. Et bien j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup d'être aussi en face. Je pensais que c'était une chose un peu où j'allais moins m'amuser. Oui. Et en fait, j'ai adoré aussi être en face. Mhm. Donc je me suis mis à faire beaucoup ça. Et j'ai peu à peu fait beaucoup moins le comédien, parce que c'est pas les mêmes temporalités. Parce que souvent quand on engage un comédien, on a déjà monté la prod. Une production, ça se monte sur 2 ans. Donc moi, en tant que metteur en scène, je savais ce que j'allais faire dans 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et quand on m'appelait, c'était pour la saison suivante. Donc j'ai pris. Ah oui. Voilà. Oui. Mais peu à peu, j'ai voulu rejouer. Ça a été par hasard. On m'a demandé de jouer un solo en Suisse, à Vidi, et j'ai adoré. Donc maintenant, je joue un solo de Sandra. C'est plus facile pour moi parce que je le mets dans le planning où je veux. Donc j'ai repris le jeu, et puis finalement, oui, là, je fais une petite tournée de 2 mois sur Péléas et Mélisande. Enfin voilà, je reprends le jeu avec plaisir. Et c'est aussi une manière de nourrir le metteur en scène, parce que on dirige des comédiens, c'est bien de savoir ce qu'ils vivent, et par où ça passe. Ah oui, oui. Des fois on oublie, même si on a joué, on oublie peu à peu ce que c'est. Est-ce que vous avez commencé par des créations collectives? Oui, j'ai continué à faire ça. Oui. Alors, à l'époque, c'était pas des collectifs, parce qu'on entend maintenant des collectifs sans metteur en scène. Mais j'entends par création collective, c'est des créations qui ne partent pas d'un texte où je vais distribuer moi-même qui va jouer quoi, etc. Et on part d'une thématique, de sensations, d'écriture personnelle, de bouts de romans, d'extraits de philo, et puis chacun propose, et puis peu à peu, moi je dessine quelque chose avec les propositions collectives. Alors, évidemment, les décisions finales, ce qu'on garde pas, c'est plutôt moi qui vais le faire, ça se discute, mais voilà, c'est la proposition qui est très collective. Donc il y a un moment où c'est très collectif, après il faut bien écrire quelque chose. Oui, voilà. Et là ça l'est un peu moins. Oui. Et voilà, mais c'est pour ça que j'appelais ça, parce que si je dis conception, mise en scène, Jean-Yves Ruff, c'est faux. Il faut bien que je dise qu'ils ont participé et que l'écriture est collective, et voilà, c'est pour ça que je mets collectif. Oui, effectivement. Mais c'est extrêmement difficile et sans doute risqué.
Oui, c'est très risqué. Parce qu'il faut avoir quelque chose de nourrissant, d'important à dire. Oui, puis ça demandait. Là, j'ai pas fait depuis quelques années parce que il faut que ces projets, on en a la nécessité, et il faut aussi trouver la production parce que c'est des choses qu'on peut pas faire en 1 mois et demi de répétition. Il faut 2 mois et demi, 3 mois. J'en ai fait sur 4 mois. Maintenant, c'est une époque où trouver 4 mois de répétition, c'est. Quand on est jeune, c'est plus facile parce qu'on se payait, on se payait un peu au lance-pierre, on répétait pour rien. Il y a beaucoup de collectifs qui font ça. Bien sûr, ils sont obligés, dans l'espoir qu'ils vont être pris dans un théâtre, puis après, voilà. Moi, j'ai maintenant une compagnie subventionnée, donc je ne vais pas m'amuser à ne pas payer les gens. Honnêtement, quoi. Donc voilà, c'est une autre logique de pensée. Oui, ça doit être d'ailleurs très confortable d'avoir une compagnie avec qui travailler régulièrement, non? Oui. C'est peut-être difficile, mais c'est confortable, non? Parce qu'on connaît. Vous savez, compagnie, ça ne veut rien dire, c'est une structure. Il faut un président, voilà. C'est une troupe. Tous les petites troupes. Là, c'est pour recevoir des subventions. Oui. Pour avoir une structure pour recevoir des subventions. Oui. C'est d'abord ça. Ensuite, il y a des compagnies qui sont pas que des structures, bien sûr, qui ont une identité, qui ont un vrai travail, mais ce qui est confortable, c'est d'être subventionné. Bien sûr. Mais il y a sans doute des comédiens que vous connaissez bien. Oui. Enfin, moi, j'ai eu toujours un noyau de comédiens et un noyau d'artistes qui autour, c'est-à-dire scénographes, lumière. Sur ce spectacle, c'est des gens que je connais depuis 30 ans. Oui. Mais je me suis toujours dit, il ne faut pas qu'on s'enferme entre nous. C'est-à-dire que j'ai toujours pris d'autres gens. Aussi et des fois je travaille avec d'autres scénographes ou d'autres éclairagistes parce que c'est l'avantage de se connaître, c'est qu'on va vite, on se comprend très vite, mais il y a toujours des pièges aussi, c'est qu'on peut être dans un espèce de confort et de passer toujours par les mêmes endroits. Des fois j'aime bien travailler avec des jeunes aussi qui sortent des écoles parce qu'ils ont une autre façon de penser et de travailler et ça nous réveille. Complètement, oui. Alors si on parlait de cette pièce de Tarantino, alors c'est vrai que le plateau que nous avons découvert hier est extrêmement sobre. Il y a un banc incurvé un peu, on va dire, pas encore en L, même pas. Et puis c'est tout, et tout ça dans des tons clairs. Il y a un banc, un seul. Voilà, oui. Donc Tarantino, l'auteur ne nous est pas connu. Donc est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, c'est un auteur italien qui a disparu il y a 3-4 ans, qui était aussi sculpteur, anarchiste, très impliqué dans le milieu de la psychiatrie, pour défendre une psychiatrie ouverte dans les années 70. Et il a écrit une petite dizaine de textes, mais surtout des 4 actes profanes. Donc c'est 4 textes. Et ça, c'est un des actes profanes. Et j'avais monté un autre acte profane qui s'appelait Passion selon Jean. Et là, c'est Vêpres de la Vierge Bienheureuse. Alors, ça a l'air d'être des titres très religieux. Je pense pas on peut pas dire que c'est un auteur catholique du tout. Mais c'est vrai qu'il s'imprègne parfois de la mystique et il la rend prégnante dans l'imaginaire des personnages. Mais c'est pas du tout des personnages qui sont des grands croyants ou des grands mystiques du tout. Par exemple, le Passion selon Jean. Jean, c'était un malade schizophrène dans un hôpital et qui se croyait qu'il vivait aussi dans la Bible. Donc Pierre, qui était un ami de l'hôpital, était aussi le Pierre qui a renié le Christ 3 fois, et il confondait toutes les dimensions. Voilà, comme c'était un hôpital catholique avec chaque fois le nom d'un saint, donc il pouvait très bien croire qu'il était dans le texte aussi. Ah oui. Et c'est très fort comme texte. Mais le texte là aussi est très fort. Oui. Oui, parce que en fait, je dirais c'est un monologue, mais c'est pas du tout un monologue, c'est une sorte de dialogue entre un père et son fils. Oui.
Où il fait intervenir la mère aussi. Il fait intervenir la mère, Mhm. oui. Et cet homme, on le voit arriver avec une urne sous le bras, Mhm. dont on comprend que ce sont les cendres de son fils. Mhm. Et ce qui nous a frappé aussi, c'est que peut-être l'allure de ce personnage, c'est pas du tout un homme qui roule des mécaniques, avec des rodomontades, avec des muscles, etc. Non, pas du tout, quelqu'un d'un peu effacé, un peu terne, mais alors avec un langage vif, délié, vivant, et une voix particulière. Mhm. Ce comédien a une voix particulière. Oui, oui, oui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit votre spectacle en disant le mien, parce que vous voyez, mais en fait, pour être juste, on pourrait dire que c'est notre spectacle, bon, toute l'équipe bien sûr, mais Bien sûr. c'est ce comédien Oui. qui était déjà dans le premier création de Tarantino, Mm. et c'est déjà 2 comédiens qui sont venus me voir Mm. avec ce texte-là, qui se connaissaient pas, mais qui avaient lu ce texte dans un festival et qui étaient tombés amoureux de cette langue-là en tant que comédien et qui cherchaient Oui. quelqu'un pour les aider à monter ce texte. Si je l'avais lu dans une librairie, peut-être que j'aurais rien compris et Oui. que j'aurais reposé le livre. Oui, Mais là, ils sont venus me voir, ils me l'ont lu dans un café. Déjà, quand ça passe par l'incarnation, par la voix dans le corps, oui, oui. on comprend déjà mieux. Et puis après, c'est tout un travail de décryptage, parce que Tarantino, moi, je le rapproche un peu de l'art brut, dans le sens où il écrit ce qui sort de son cerveau. Mhm. Il donne à peine les distributions des personnages ou des voix. Nous, on a du devinier qui parle, le père. C'est un poème. Débrouille-toi. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Mais la langue est difficile aussi parce que elle est rapide, il y a des élisions, il y a des allusions à l'Italie. Oui, parce que c'est un Italien, donc il écrit dans son terroir. Mais elle est difficile sans l'être, dans le sens où elle est ludique. Elle est drôle, on peut passer à Rabelais, parce qu'il invente plein d'expressions. Oui, Voilà. il y a beaucoup d'humour d'ailleurs. Beaucoup j'ai d'humour, trouvé. c'est très chamarré, Oui, c'est très baroque. Mhm. Voilà, et c'est très musical aussi. Mhm. Et pour finir un peu, Oui. c'est que Paul Mintz, il est revenu il y a quelques années avec un autre texte de Tarantino parce qu'il s'est attaché à cette langue-là. Et il a suivi un peu Tarantino, quand il venait à Paris, ils se rencontraient. Il était très attaché à cette langue. Tarantino, il écrit à la place toujours des personnes très simples, pauvres. Voilà. Et c'est sans doute ça qui le touchait aussi beaucoup, Paul. Et il m'a ramené il y a quelques années les vêpres qu'on connaissait, mais voilà, il fallait que le temps que ça se digère et qu'on est sur les deux libres et qu'on ait envie des deux. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc c'est le projet de Paul autant que le mien. Ah oui. Voilà. Et pourquoi en ce moment? Pourquoi en ce moment? Oui. Pour plein de choses, parce que je ne vais pas donner de détails, mais Paul il sort d'une expérience très difficile de maladie. Mais il avait déjà ce texte. Voilà. Il a écrit un livre qui s'appelle La promesse de Samothrace, qui est très beau, qui raconte sa maladie et qu'est-ce que c'est que d'être malade et de se dire qu'on va peut-être finir sa vie, une chance sur 2. Donc il écrit tout ça avec beaucoup de légèreté aussi, d'humour, un peu comme ces textes de Tarantino. Oui. Donc il y a vraiment des correspondances entre ce qu'il est lui et cette écriture. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé ça très beau. Et je l'ai appelé pour lui dire que j'avais été touché. Et il m'a dit, tu sais ce qui me ferait du bien maintenant, c'est qu'on fasse les vêpres. Ah oui. C'est important pour moi. Voilà. Oui. Pas seulement juste pour travailler, parce que évidemment tous les comédiens veulent travailler. Et là, il n'avait pas travaillé pendant 2 ans parce que donc, ça lui fait du bien. Mais c'est surtout parce que je pense c'est la nature du texte. Voilà, c'était pas pour faire n'importe quel texte, n'importe quel travail. C'est ce texte, il a en lui. Ce texte parle aussi du chemin vers le rivage de la mort. Et je pense que ça l'a touché aussi pour ça. Voilà. Oui. Et puis nous, alors en tant que spectateurs, c'est vrai, nous devons agir ou être actifs, dirons-nous plutôt. C'est-à-dire que petit à petit, on rentre dans cette famille, dans ces personnages, on comprend peu à peu qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait.
Et ça va très loin, enfin, Mhm. jusque peut-être quelque temps avant la fin, où ça s'éclaire davantage. Et là, on a été emporté loin dans quelque chose. Vous parlez des rivages de la mort, mais c'est vrai qu'à la fin, on est dans l'Hadès. Enfin, avec Ouais, avec cet humour, avec cette truculence. oui, Ça veut dire que c'est. Alors c'est vrai que il nous arrange pas Tarantino, parce que dès le début du spectacle, l'acteur doit citer son fils, faire parler son fils assez vite. Donc on se dit mais qui parle? C'est le fils, c'est le père. Alors nous, c'est vrai. Nous on a essayé de donner des signes qu'on essaie de clarifier à chaque fois. C'est-à-dire que l'urne nous sert beaucoup. Oui. On lui parle à l'urne, on sait que c'est le père, puis il parle au fils. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est écrit comme une petite. C'est très musical. C'est-à-dire que donne des thèmes, on ne sait pas trop, et puis peu à peu, ces thèmes vont se préciser, vont s'entrecroiser et former, tisser une fresque. Et je comprends que le spectateur, il rentre pas directement, on est intrigué, et en même temps amusé parce que l'oreille aussi, parce que c'est très beau, c'est très musical, très donc oral. on est intrigué sans tout comprendre, puis il faut se laisser aller, et peu à peu. Tout se correspond parce que c'est comme il y a beaucoup de leitmotiv qui reprend. Oui. Voilà, et donc dans la première partie, c'est comme un grand rituel de deuil du père à son fils qui n'est plus là. Oui. Mais on sait qu'on parle aux morts. Oui. C'est très bien. La seule chose, c'est que effectivement, il y a des allusions à des lieux, un mur d'enceinte, des histoires de montres. Tout ça est un peu mystérieux pour nous. On ne sait pas. Qui c'est qui est en prison? C'est le père, peut-être. Est-ce que c'est le fils? Bref, on est un peu perdu des fois. Ouais. Là, oui, il faut peut-être qu'on précise encore parce que le texte est mystérieux. Des fois, on a pris des bouts du texte qu'on a changé, qu'on a mis plus haut pour que ce soit plus clair. Oui. Mais là, non, c'est un cambriolage qu'ils ont essayé de faire les deux. Il n'y a aucun prisonnier. C'est un cambriolage raté. Ah oui. Et que le père a jeté la montre sur la tête du fils et l'a envoyé ensuite dans un endroit tout seul où il s'est fait gauler par les douaniers, qui s'appellent les fouilles-merdes, ou les fouillards des douanes. Oui. Et donc c'est comme si c'était il fallait crever l'abcès. C'est comme si c'est une histoire parce que j'imagine, dont il n'aurait jamais vraiment parlé et que le fils s'est senti abandonné. Voilà, trahi par le père. Papa, voilà. Il l'a dit plusieurs fois. Donc il fallait bien qu'il reparle de cette histoire avec l'urne de son fils pour dénouer des fils. Voilà. Ah oui. Et donc c'est tout. Et puis peu à peu, une fois qu'il a essayé de se défendre, de lui expliquer à son fils pourquoi, que c'était pas pour l'abandonner, mais qu'il n'avait pas le choix, et que et que ça avait un peu de mauvaise foi aussi. Voilà. Il se trouve que le fils est parti, on comprend peu à peu que le fils a quitté la famille. Paria, c'est la personnalité qui se dessine au fur et à mesure. On ne sait pas au départ, il est devenu travesti, prostitué. Voilà, c'est ça. D'abord à Turin, où il habite, puis à Milan. Voilà. Donc c'est une espèce d'élément séparé de la famille. Oui. Insulté d'ailleurs. Insulté par beaucoup. Par tout le monde. Et ce qui est beau, c'est que, même si c'est trop tard, mais c'est quand même là, c'est que cet homme qui parle à l'urne de son fils va peu à peu lui dire qu'il a beaucoup souffert de ça, et l'accueillir tel qu'il est devenu. C'est ça. Voilà. Et il invente tout un truc où il va le conseiller pour passer de l'autre côté, avec une mythologie qui est faite de ses lectures des Grecs, des mythes mélangés. C'est pour ça que ça ressemble à l'art brut, une espèce de collage. Il y a en même temps, on sent qu'il y a cette espèce de marche dans l'Hadès, on pense à Dante. Complètement. Et en même temps, il y a des détails complètement... comme il ne faut pas prendre de vélo, il faut prendre des lunettes de soudeur, voilà, il y a plein de détails truculents. Parce que s'il invente tout ça pour... et aussi pour retrouver la place du père qui conseille, qu'il avait perdu, je pense. Sûrement. Le père qui guide, le père qui conseille. Et aussi le père qui accueille ce qui est devenu son fils. Donc, il lui dit, garde tes coutures.
C'est ça. Alors je me suis demandé si à ce mot coturne, c'était pas le début de la progressive révélation qu'on allait traverser le Styx. Oui, bien sûr. Il m'a semblé qu'il y avait des mots comme ça qui pouvaient nous servir de guet. Il se dit, dans son imagination, la mort, c'est chez les Grecs. Et Oui, voilà. il y a une commission des Grecs qui te laisse passer ou pas. Ou bien tu vas rester aéré, si t'es pas accepté dans le monde des morts. Et donc il lui conseille pour franchir tout cet espace, pour arriver jusqu'au fleuve, le Styx, et puis franchir la commission des Grecs. Donc c'est tout un... Et effectivement, les talons de prostituées, ils transforment en coturnes. Ils disent, garde tes coturnes, les Grecs, ils aiment ça. Et garde tes robes rouges, et finalement, tout ce qui a créé le scandale dans la famille, le costume féminin, la robe rouge, les talons aiguilles, le boléro, il va le valoriser. Pour lui dire, pars avec ça. Et le beauty. Et il va lui dire, on sent aussi qu'il y a... C'est une ligne très secrète, mais que finalement, il le trouvait beau, son fils aussi, comme ça. Son fils, sa fille, quoi. Même s'il ne pouvait pas le dire. Mais là, il lui dit un peu, secrètement. On sent que quand il dit la robe rouge, qu'il décrit, on sent bien qu'il y a une émotion aussi. Oui, c'est très émouvant. Et il y a un petit passage humoristique aussi à la fin, quand il lui dit, quand il lui conseille de parler de certaines choses devant cette assemblée de jurés, devant ce tribunal, et pas de tout. Et alors, comment il décrit sa situation de voleur, mais alors ça, c'est d'un drôle, drôle. Parce qu'en fait, c'est un raté. On sent bien que c'est une famille très, comment dire, ça hurle à la maison, la mère, si on décrit en termes plus... Parce que c'est décrit de manière très poétique. Oui. Mais on sent que la mère est alcoolo, en gros, elle est accrochée à sa bouteille de Marsala, lui aussi, mais plutôt au bar. Avec sa belote. Le pauvre argent qu'il gagne, parfois, il le joue au dé ou au poker. Voilà. Et c'est pas mieux. Il essaie de faire des cases de temps en temps, mais vu la description du casse des montres, tout ça, il n'est pas doué du tout. Non. Donc le fils est parti se prostituer, la fille est mariée avec... elle n'est pas acceptée non plus. Elle est la maîtresse d'un homme marié. Enfin, elle décrit une chose... Donc le fils, il imagine que le fils, s'il raconte tout ça, les Grecs ils vont pas être contents, donc il lui dit tu dis rien de ta mère, tu dis rien de ta sœur, moi tu dis quand même que voilà. Et il invente une autre façon de parler du vol. Quoi. Mais oui, mais c'est un chercheur. C'est ça. Il cherche dans les sangs. Un artiste, un chercheur. Oui. C'est comme chercher dans le cœur des gens. Après. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est génial ça. Jongler comme ça avec les mots pour rendre compte d'une activité, on va dire, complètement banale et répréhensible, et en faire une sorte de petit feu d'artifice, poétique, on va dire. C'est très beau, et puis c'est comme un rituel pour se séparer aussi, pour lui. Parce que la relation qu'on a avec... on sait très bien que ne pas se fâcher avec quelqu'un qui va mourir, avec son père ou sa mère, c'est aussi pour nous. Bien sûr. Parce que ça nous revient. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé. Et c'est quelque chose qui est comme dans la psyché, qui n'est pas... C'est ça aussi, les fantômes. Oui. Et le père dénoue tout ça, essaye de s'expliquer sur tout le passé, le conseil pour l'avenir, et à la fin, il lui dit ne cherche pas. Oui. Ne reviens pas, en gros. C'est ça. Oui. C'est très fort. Ah oui, c'est très... Donc c'est un grand rituel d'adieu, ou un grand rituel d'amour aussi, pour son fils, qu'il avoue enfin, et de passage. Évidemment, il est déjà mort et oui, il est déjà toute passé cette imagination, toute cette imagination, c'est qu'est-ce que le corps est cramé. Presque l'aider à passer de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et en même temps, il aide son fils de manière imaginaire, parce que il s'aide lui-même avec ça. Bien sûr. C'est une double dimension. Oui. Ah oui, c'est très beau. Ce rapport père-fils,
dans un milieu très populaire, très sans doute Oui, c'est le genre de textes pour moi qui difficile. sont pas du tout des textes cérébraux, c'est-à-dire des textes un peu où il faut réfléchir, mais c'est des textes riches, complexes, avec beaucoup de dimensions, donc il faut se laisser aller. Il y a des livres comme ça qui sont pas d'une immense simplicité, mais quand on rentre dedans, Oui. on est dans des mondes. Oui, Mais c'est oui, un texte comme complètement, ça. complètement. Mais en fait, le spectateur qui se laisse porter, justement, apprend petit à petit Oui, oui. et C'est comprend. pas si complexe que ça, hein. Comprend. C'est Oui, pas oui. abstrait, c'est pas. Ah oui, oui, oui. Non, non, non. Oui. Et surtout, c'est une langue. Pour traduire ça, il faut être doué aussi, c'est un peu le C'est Manganaro, vrai. parce que c'est une espèce de dialecte Oui. italien. C'est pas Voilà. italien. Oui, oui. Donc il faut trouver comment traduire un dialecte italien en français. Et je trouve qu'il a fait une belle chose. On sent que ça sonne. Ça peut nous faire penser parfois, oui, au jargon d'Audiard. Mais il y a aussi des tournures qui nous réveillent l'imagination, qui sont poétiques et très simples. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et le comédien fait bien passer ça. Ah, il est formidable. Quelqu'un de simple, mais qui réussit à faire passer l'amour qu'il a Mhm. pour son fils, Ouais. et puis ce besoin de réconciliation, d'accepter ce deuil. Mais ça a été